C'est bon, monsieur? Merci à vous, merci pour avoir accueilli le public. Si vous voyez arriver un historien avec son roman sous la main et des lunettes, une veste bleue et un chapeau vert, il est vraiment conférencier. Laissez-le rentrer. Donc, le temps qu'Alain arrive, chaque fois que nous faisons une conférence avec Alain, on ne sait jamais s'il va arriver au début de la conférence ou à la fin de la conférence. C'est pour ça que quand on fait un livre avec lui, c'est une vraie aventure. Donc, en attendant qu'Alain arrive, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est l'histoire coloniale, mais qui est aussi ses imaginaires, sa place dans la société française. Vous voyez ce que je disais, quand on commence une conférence sur le thème de la colonisation, Alain Mabanckou arrive. Bonjour, monsieur le professeur. J'avais pas menti sur la couleur verte, hein. Vous êtes d'accord, hein? J'avais bien dit. Hein. Donc, prends ton temps. On est vraiment au début, on était en train de se dire bonjour. D'accord. Ah. Merci. Donc, Éric Orsena, Sandrine Lemaire, Alain Mabanckou, Pascal Blanchard. 4 regards sur l'histoire coloniale. Merci. Un académicien qui a écrit sur un sujet qui, à l'époque, était peu connu, oublié de tous, l'exposition coloniale notamment, et quelqu'un de très érudit avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de ce lien qu'il y a entre notre histoire et notre présent. Et il m'a fait le plaisir de me dire, OK, quand je lui ai proposé avec un petit SMS un dimanche soir, est-ce que tu serais d'accord de venir parler à Blois avec nous de ce passé qui continue à hanter notre présent? Vous avez vu à quelle rapidité l'académicien répond et se jette sur le micro. Il se jette sur le micro. Oui, j'ai dit oui. Hélas, pour vous, j'ai dit oui. Il se trouve que habitant à Paris, 15e arrondissement, un peu sinistre, avec une famille sympathique et chaleureuse, mais où je m'ennuyais, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir un univers plus vaste que la France. Et donc, j'ai beaucoup lu les BD, évidemment les Tintins, et je me suis dit que quand je serai plus grand, j'essaierai d'être plus grand, c'est-à-dire d'aller au-delà. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis né donc en 1947, en dépit de mon physique toujours aussi élancé et sensuel. Et donc, j'ai vécu très directement les épisodes de la décolonisation française. Il se trouve que dans ma famille, il y avait pas mal de militaires. Donc j'ai vécu mars 54 à 7 ans, c'est-à-dire Dien Bien Phu, c'est-à-dire la fin l'un après l'autre. Et puis j'ai vécu les autres grands moments de géopolitique, c'est-à-dire l'autre colonisation, ce qui était la colonisation soviétique, c'est-à-dire la Hongrie, 56, et puis j'ai vécu évidemment ce qu'on appelait les événements d'Algérie. Mais vraiment, puisque au moment de l'indépendance, j'ai 15 ans, au moment du putsch, j'ai 14 ans, au moment de 58, vous voyez, 11 ans, tout ça, et ça c'était complètement là, toujours là. Donc on était dans ce moment clé pour la France, et avec toujours cette idée, est-ce que la France sera toujours la France si elle est plus petite? Est-ce que ce ne sera pas plus grande que si elle s'accrochait? C'était les débats à l'ONU, tu vois, on en a parlé tous les deux, et c'était ça. Et je me suis dit, à un moment donné, comme complètement mégalo, à 30 balais, je me suis dit, à 40, je veux le Goncourt. Genre psychiatrie, quoi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas raconter? Je voulais raconter 2 choses en même temps dont je n'avais pas la moindre idée de la manière dont ça pourrait se lier. Le grand hold-up botanique du caoutchouc, puisque les Anglais piquent l'EVA et puis ils vont le replanter comme ça en Asie du Sud-Est. Et puis, l'exposition coloniale. Parce que mes parents m'emmenaient visiter sans arrêt Vincennes, le zoo. Et ils me disaient, tu sais, pas loin du zoo, il y avait l'exposition coloniale. Et je me suis dit, ah bon? Alors c'est l'annexe du zoo?
Et je pense que c'était une bonne question. Très bonne question. Parce que c'était exactement ça. Et plus j'allais dans cette histoire, me disant comment je vais raconter cette histoire, je me disais c'était ça. C'est-à-dire il y avait le zoo de Vincennes, et puis il y avait l'expo de Vincennes, où il y avait l'entièreté du vivant, les sauvages et puis les sauvages, les bêtes sauvages et les humains sauvages. Et donc il y avait une sorte de colère, d'incompréhension, qui s'est petit à petit changée en colère. Et donc, avec des docs incroyables, parce que j'ai plongé dans les archives, j'ai regardé un peu tout ça, et je me disais, mais attends, mais on les prend pour qui ? Et encore plus sidéré, quand j'ai vu que, à peu près sur 3 ans de 1931, 1933, 1934, il y a presque la moitié de la France est venue visiter. La moitié de la France. Et pourquoi ils venaient ? Parce qu'ils sortaient de la crise, la grande crise de 29. Donc, ils disaient, on est petit, on est en désindustrialisation, voire aujourd'hui, ce genre de questions, mais on a notre empire. Donc, comme si l'empire compensait le déclin. Et que seul l'empire l'empire quantitatif et dans le mépris, allait compenser le déclin. Et on est en 1933, donc tout ça allait monter ensemble. Donc ce tissage entre le mépris, la haine de l'autre côté, et puis la montée de l'Allemagne, et puis tout ce qu'on pouvait imaginer, et puis la montée quand même du stalinisme aussi. Donc je me disais, ça c'est intéressant. Mais quand vous êtes romancier, il faut surtout vous méfier des bonnes histoires, parce que tout se joue, tu sais aussi bien que moi, et donc tout se joue dans les personnages, et tout se joue au fond, de liberté vis-à-vis de ça. C'est un décor, et tu entres dans les décors, et voilà, toutes ces questions. Et puis après, il y a eu des explorations. Donc, j'ai été, comme je vais souvent, puisque une partie de ma famille est brésilienne, j'allais souvent en Amazonie, et avec des histoires qui sont incroyables, parce qu'on plongeait à ce moment-là bien avant, puisque j'arrive à Manaus et j'entends des Français qui parlent avec l'accent breton, donc je me dis, tiens, ça doit être mes potes. Et je vais le voir, et c'était des gens juste à côté, Ploubalanec, on y va, pof. Et je suis resté 15 jours, non pas au cœur de l'Amazonie, mais au cœur du Moyen-Âge, parce que c'était un village de lépreux, parce que c'était les seringueros qui récoltaient du caoutchouc, donc des déficits de vitamines, etc., etc. Donc tout ça a été mêlé avec des sortes de temps complètement fous, se heurtant les uns les autres, sans aucune autre raison que cette gigantesque immensité qui est rongée aujourd'hui. Et d'ailleurs, je repars Tu me coupes parce que je suis le plus bavard. Je sais qu'il faut te couper un moment, mais t'inquiète pas. Je suis le plus bavard tu vois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais invité au festival de haïku, donc je me tais. Éric Orsena. Vous comprenez pourquoi il est là, c'est que c'est un des premiers romanciers qui a été saisir dans l'histoire de France ce moment qui nous paraît à la fois lointain et en fin de compte qui est intimement proche, qu'est l'exposition coloniale. On en parle souvent avec Sandrine ou Alain, puisqu'on a fait ce livre sur la propagande. C'est la plus grande manifestation en France au XXe siècle. 33 millions de tickets vendus. Ça ferait rêver Paris 2024 ou les Coupes du Monde de foot. Certains jours, 750 000 visiteurs étaient là. Donc ce n'est pas simplement un événement qui parlait de l'ailleurs. C'est un événement qui parle de la France. Comment la France a regardé son empire. Et quand c'est l'événement majeur d'un siècle, il faut apprendre à comprendre pourquoi il y a eu cette émotion des Français, cette envie, ce désir, ce rêve d'ailleurs, cet empire aussi de carton-pâte. Car c'était ça aussi Vincennes, un lieu éphémère. 1000 jours de construction, 100 jours pour détruire, 6 mois d'exposition. Pour dire aux Français, vous êtes une grande nation, et les faire rêver. Et ce que ton roman raconte, ce que tu racontes quand on parle, on sait que c'est un des points importants de notre récit collectif, et souvent méconnu parce qu'on a du mal à le replacer d'ailleurs dans notre manière d'être français. Comment la République a pu coloniser. C'est un vaste sujet. Ne reprends pas le micro, toi. Je te connais. Ah non, mais je te connais. Attends. T'es académicien, donc on t'a tout appris, je veux dire, pour ça. Vas-y. Vous avez l'exemple de la censure. Non, mais vous voyez la douleur. Et que l'amitié demeure. Juste vous dire, non, mais 2-3 mots, c'est... Il y avait d'autres manifestations qui avaient précédé. Pourquoi
Pourquoi l'Amazonie? Parce que l'EVA, parce que le caoutchouc. Quand je monte le manuscrit à mon éditeur Jean-Marc Roberts, il me dit: de quoi ça parle, le caoutchouc? Ah, parce que tu veux en vendre un peu sur le caoutchouc? Et puis, etc., etc. Et puis, il y a d'autres épisodes qui ont précédé, et puis je te jure, je me tais, après, qui ont précédé ça, qui étaient imaginés pour relancer le Tour de France. On fait une compétition qui s'appelle le circuit des champs de bataille. Et donc, il y a une course cycliste entre les ruines. Il y a Verdun, il y a le chemin des dames, il n'y a que des ruines partout, et les survivants qui applaudissent. Je dis: mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Tu vois, c'est ce genre de choses comme ça. Parce que moi, je suis un géographe manqué, un historien manqué, et je pense que... Non, mais je veux dire, c'est que nous, romanciers, on est des recycleurs. Si on n'avait pas de râteau, on ne ferait pas de roman d'amour. J'arrête là-dessus. D'ailleurs, je vais comme ça basculer sur un autre romancier qui est aussi un professeur et avec qui on a travaillé sur ce livre et avec qui on échange depuis longtemps, Alain, sur cette histoire commune. Oui. Sur le fait que ce récit nous appartient à tous. Il est compliqué, il est paradoxal, il crée de l'émotion, il crée de la violence, il crée de l'intérêt, il crée aussi de la répulsion. On l'a vu en travaillant sur la propagande ensemble, sur ces images. Aujourd'hui, quelle place ça a, cette histoire coloniale, dans notre récit mondialisé collectif? Toi qui voyages entre 3 continents en permanence, et quand je dis en permanence, c'est vrai, c'est plus facile de t'avoir dans un avion que de t'avoir sur un continent. Tu travailles entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Et cette histoire, elle est au carrefour de ces 3 points-là. Comment on la place dans notre récit collectif, cette histoire coloniale? Merci déjà de nous accueillir ici et d'avoir une affluence aussi impressionnante. Ça me fait plaisir de retrouver Sandrine, de retrouver Eric Orsena, et de dire que la question même de notre récit est souvent biaisée à cause du fait que plusieurs personnes semblent s'auto-proclamer comme les seuls orateurs de la question. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un certain mouvement où on veut que, ils veulent tous que la chèvre puisse bêler elle-même, que d'autres ne puissent pas imiter la chèvre. Donc, on est dans une situation où, par exemple, on ne comprend pas que pour comprendre le blanc, je dois comprendre le noir, et vice-versa, parce que les deux sont liés. Quand vous avez une médaille, les deux pièces, le revers est aussi important que ce que vous avez en face de vous. Et quand je lisais même l'histoire de l'Afrique, quand je faisais au Collège de France la leçon inaugurale, je pensais aller faire tranquillement une introduction aux littératures africaines. J'étais content, Pascal, qui était mon conseiller éternel, le seul blanc que j'ai réveillé tous les jours pour dire « Est-ce que tu es sûr que c'est en 1927 ?» Il disait « Oui, oui, oui. » Et ce jour-là, il y avait ça, ça, ça. Il est venu même aux États-Unis pour ça. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'histoire de la littérature africaine sans passer par ces périodes des expéditions, par ces périodes d'exploration, et pour ainsi dire, par ces périodes peut-être d'exposition même coloniale. Donc c'est intimement lié à tel point qu'on a besoin des narrations multiples de cette histoire-là. Et dès lors qu'une partie, qu'elle soit du côté des vainqueurs, entre guillemets, ou de ceux qui avaient été colonisés, dès lors qu'une partie se réclame comme la seule légitime à avoir un discours, c'est là que les choses s'effondrent. Si je veux comprendre l'exposition coloniale, comme on a dit, en lisant le prix Goncourt qu'avait reçu Eric Orsena, mais en même temps aussi, si je veux poursuivre ce qu'est devenu ce personnage de l'époque coloniale, qu'est-il devenu aujourd'hui? Vous avez des romans aussi comme les Madame Ba, où vous voyez un peu les dérives pratiquement de cette nation sur ce qui était leur sujet. Donc moi, j'ai toujours pensé que si nous nous sommes rapprochés, c'est parce que nous savions que la lecture de l'histoire doit se faire de manière apaisée. Elle doit se faire de manière objective. Elle doit se faire non pas dans un certain ségrégationnisme de la pensée, où on se retrouverait entre les fanatistes et ceux qui prêcheraient ce que Bruckner appelle le sanglot de l'homme blanc.
Ah, les pauvres, ils ont souffert, il faut quand même leur envoyer un peu de riz pour se faire pardonner les pauvres. Moi, je n'ai pas besoin de cette pitié. J'ai besoin d'un récit qui soit objectif et dans lequel je ne suis pas toujours forcément celui qui est à la bonne place. Parce qu'on aimerait bien écrire une histoire comme ça. Vous savez, à l'époque, il n'y avait rien, l'Afrique était tranquille, les enfants jouaient à côté des lions, les serpents tout juste accompagnaient les enfants jusqu'à l'école du village, et puis le blanc est venu finir tout ça. On pouvait faire ça. Ça plairait à beaucoup. Et dit, ben voilà. Et à la fin, on se rend compte et dit, ben, dis donc, ton empire Zoulou, là, il n'y a pas un peu chacun, il n'a pas écrasé les populations. Non. Enfin, donc, on ne veut pas avoir un discours clair. C'est pour cela que certaines thèses que j'ai tenues, que ce soit dans Le sanglot de l'homme noir, que ce soit dans Lettre à Jimmy, etc., au départ, on trouvait que c'était iconoclaste. Et pour trouver que c'est iconoclaste et presque m'enterrer définitivement, on disait que je faisais le jeu de la classe dominante et que j'étais devenu en quelque sorte le nègre de service. Je dis, mais sauf que quand même, le nègre de service, il faut qu'il mange au moins les restes que laissent les maîtres, mais moi, je ne vois pas. Au contraire, ce sont les maîtres qui tremblent. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce que j'attendrais de cette situation. Je leur expliquais, je ne suis pas payé par la France, je suis payé par les Américains. Ce n'est pas les Américains qui m'ont colonisé le Congo. Je ne suis pas fonctionnaire en France, je suis fonctionnaire de l'État de Californie. Je suis venu enseigner au Collège de France parce qu'ils ont demandé. Vous savez, au Collège de France, on ne fait pas la candidature. C'est entre eux, ils se réunissent. Et si on essayait un peu de dépoussiérer ici, bon, il habite où? À Los Angeles. Bon, ben, et tu connais un tel? Oui, il connaît Blanchard. Et puis tu places à Blanchard, tu verras Blanchard. Boucheron, il y a Boucheron, et Boucheron est très révolutionnaire, il va le trouver, etc. Et puis, paf, mais il y a Sandrine Lemaire. Oui, Sandrine Lemaire, on se le connaît, hop. Et puis ça arrive, le jour que j'ai reçu l'invitation, moi j'avais dit, j'ai dormi sur l'invitation du Collège de France. Et puis Achille Mbembe m'appelle, il dit quoi? Oh non. Et puis on parlait, je dis, ah tiens, il y a un certain Antoine Compagnon qui m'a écrit pour aller au Collège de France. J'ai senti que le téléphone d'Achille Mbembe était tombé. Après, il dit, mais attends, les gens tuent leur maman pour aller enseigner là-bas. Il dit, tu vas aller là-bas représenter l'Afrique. Donc, il faut que tu ailles parce que le récit national n'existe plus. Il faut un récit éclaté. Et aujourd'hui, il faut que tu portes cette voix qui est diverse, qui ouvre les portes et qui ne ferme pas. Et voilà pourquoi j'avais accepté sans savoir les conséquences intellectuelles que j'avais. Parce que je ne savais pas qu'il fallait faire une leçon inaugurale. J'ignorais tout ce que les Deleuze, les Foucault, tout ça, là, les Barthes. Et quand j'ai commencé à appuyer sur les archives, à lire les leçons des autres au collège, j'ai dit aïe. Je regarde derrière, je ne pouvais plus reculer. J'ai dit, bon, ben, il faut que je me tourne. J'ai fait un comité vraiment d'historiens dont j'ai la sûreté. Je place tout le monde là. J'ai dit, bon, Blanchard, toi, tu te mets là, Achille Mbembe là, Souleymane, toi, allez, discutez, j'écoute. Ils ont discuté, je prenais des notes. Je fais la leçon inaugurale, je la lis devant eux, ils certifient et je vais là-bas. Voilà quelque chose qui était comme intitulé « Lettre noire des ténèbres à la lumière ». Donc le regard que nous portons aujourd'hui sur la colonisation et la propagande, ce n'est pas un regard presque de propagande, j'allais le dire, mais c'est cette quête, ce besoin d'ouvrir les portes qui nous animent. Et moi, je suis toujours content de traiter de ces questions loin des enthousiasmes et de l'empressement, mais sans pour autant me revendiquer comme le seul ayant la parole, sous prétexte que j'aurai la couleur qu'il faudrait pour l'époque d'aujourd'hui. Voilà. Alain Mabrouk. Sandrine, la concurrence est féroce. Non. Entre un romancier venu d'Amérique et un académicien venu du 15e arrondissement de Paris. Attention. Sandrine Lemaire est spécialiste de l'histoire de la propagande. Elle a fait une thèse. Ici, c'est la seule qui a ouvert plus de 600 cartons aux archives d'outre-mer pour regarder la propagande, à quoi elle ressemble. Et généralement, la propagande, ça ressemble à des factures. On paye des écrivains pour écrire sur les colonies. On paye des cinéastes. Renoir a fait le célèbre film Bled, qu'il retirait de sa filmographie tellement il avait honte, pour le centenaire
de la commémoration de l'Algérie. Et là, on comprend que la propagande n'est pas un modeste sujet en France. Pendant très longtemps, on a pensé que seules les dictatures faisaient de la propagande, et toi, tu as démontré, notamment à travers ce livre avec nous, que la propagande en France veut dire colonisation. Il a fallu vendre la colonie. Et on se moque toujours de toi en disant que tu rappelles avec un petit accent toujours amusé que l'un des plus grands slogans à la radio dans les années 30, c'était « Mangez du riz, mangez du riz, mangez du riz français d'Indochine ». Et oui, je sais, Sandrine, tu es une très bonne chroniqueuse radio. Et ce qui nous a fasciné dans ce travail qu'on a fait ensemble, c'est de se rendre compte que tout ça a été pensé, imaginé, et que le matin, des fonctionnaires arrivaient au bureau, pointaient, et on leur disait « Maintenant, fais de l'Empire ». Tu peux raconter cette histoire derrière les images ? Alors, merci beaucoup. Alors, vous imaginez bien, je n'ai pas la faconde de mes deux voisins écrivains, et en plus, je viens de découvrir qu'ils sont deux sources, en fait, de l'histoire sur laquelle je travaille. Alors, Pascal Blanchard, d'habitude, il est un peu marseillais, bien que pas du tout originaire de Marseille, mais il a tendance à exagérer. C'est pas 600 cartons, mais 1041 que j'ai ouverts. Pardon, ouais, je voulais te laisser le dire, voilà. Les historiennes travaillent, beaucoup plus que les historiens. Et effectivement, vous avez vu au-dessus de nous, au tout début, quand nous attendions Alain, que non seulement j'ai deux grands écrivains à côté, mais que nous avions le poids de la République au-dessus de nos têtes. Et en fait, ce que l'on essaye de montrer, ce qu'on a essayé de montrer avec Pascal, Nicolas Bancel, Alain, Dominique Thomas et moi-même, c'est qu'effectivement, cette propagande coloniale, c'est pas du tout... Évidemment, le mot, ce que tu rappelais, Pascal, le mot propagande, on la colle plutôt à des régimes dictatoriaux, des régimes qui essayent de dicter la pensée. Or, ce qu'on essaye de montrer, c'est que précisément là, c'est quelque chose de républicain et intrinsèquement républicain. Et que cet organisme de propagande qui a été mis en place dès 1899, alors on a quelques héritages de ce qui se faisait auparavant, mais 1899, c'est vraiment l'Office colonial de la propagande qui est créé à Paris à des fins précisément de vendre l'empire colonial aux Français, qui ne le connaissaient pas suffisamment. Et à partir de là, cet office colonial, bien qu'il change de nom, perdure jusqu'aux décolonisations et même après. Et ensuite, il est rattaché au service du Premier ministre, mais il perdure pour essayer justement, comme tu l'as rappelé, on achète des romanciers, ça s'achète. On achète des cinéastes, on achète des journalistes. Et puis, si on ne peut pas les acheter, si on ne peut pas acheter des colonnes dans un journal pour pouvoir placer un article qu'on a déjà écrit, eh bien, pour le coup, on fait ses propres brochures, on vend des images. Et ce que l'on essaye de montrer dans l'ouvrage que vous avez vu donc là-haut et qui est là sur la petite table, Colonisation et propagande, c'est que finalement, on a tout un univers de supports qui a été colonisé par les images coloniales et par cette agence. Et donc, c'est quelque chose de pensé. On essayait de légitimer, et quand je dis on, c'est la République, a essayé de légitimer son entreprise coloniale. Il est vrai que, écoutez bien, depuis la Deuxième République, on a cette devise que l'on connaît tous, qui tient en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Que fait-on aux colonies ? Tout le contraire. Liberté, on n'en parle pas. L'égalité, ça n'existe pas. La fraternité, encore moins. Donc il faut absolument justifier le fait qu'on trahisse sa devise et que l'on aille coloniser au nom de ces valeurs républicaines. Et c'est là où ça devient intéressant parce que finalement, la République, elle parvient très bien à faire ça en disant regardez, c'est évident, si on va aux colonies, c'est parce que ce sont des sauvages. Monsieur Orsena en a parlé, ce sont des sauvages très éloignés de la civilisation. Et donc, l'un des premiers piliers de toutes les images que l'on montre dans l'ouvrage, il y en a près de 400, c'est l'idée que l'on y va pour civiliser. Ces sauvages, le syndrome le plus abject de la sauvagerie, c'est le cannibale. Donc on met en exergue effectivement ce cannibalisme ou le fait que l'homme africain serait plus proche, et en l'occurrence de l'Afrique subsaharienne, donc l'homme noir serait proche de l'animal et en particulier du singe. Et donc
ça va être compliqué de le civiliser. C'est ça que l'on cherche à montrer. Deuxième pilier de ce discours, que l'on voit aussi dans l'image de propagande qu'on a choisie pour illustrer la couverture de l'ouvrage, c'est l'idée de mise en valeur et de richesse. C'est-à-dire qu'on va aller leur apporter le progrès, on va construire des routes, on va construire des bâtiments, on va construire des aéroports, on va construire des ports, et en échange de quoi ? Tout un système de produits, et M. Orsena a parlé du caoutchouc, mais il y en a plein d'autres, la banane, le café, le cacao, le thé, tout produit d'ailleurs qu'on retrouve au moment de l'exposition coloniale, vont venir enrichir les Français. Et enfin, vous l'imaginez bien, si on a un immense empire colonial, le deuxième empire colonial au monde, c'est bien pour montrer que la France est puissante. Et donc là, on utilise, le meilleur moyen, c'est la carte où on symbolise tous les endroits où la France est présente, et les slogans derrière, c'est la France où le soleil ne se couche jamais, c'est la France des 5 continents. Et voilà comment une toute petite agence, avec des fonctionnaires étatiques, il y avait peu de moyens finalement, essaye de mettre en place ce discours et de le diffuser. Alors comme on est au rendez-vous de l'histoire de Blois, et je sais qu'au rendez-vous de l'histoire de Blois, il y a beaucoup de nos collègues, Alain, donc des enseignants, eh bien les meilleurs véhicules et rouages de ce discours, c'est nous, les enseignants. Et évidemment, on a des soutiens. On a l'aide des manuels scolaires à l'époque. On a l'aide, ce qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui, des bons points, des protège-cahiers. On a le soutien, là aussi, de tout un système, parce qu'on vous parle je vous ai parlé, et Pascal en parlera certainement également, de cette agence de propagande, mais qui est soutenue par d'autres associations, et notamment la Ligue maritime et coloniale, qui a été très présente dans le milieu scolaire. Et la Ligue maritime et coloniale, elle faisait des conférences, elle faisait ce qu'on appelait des films stop, donc en gros des petits films muets et qui ne bougeaient pas, des images statiques. Elle distribuait des prix aussi pour les élèves les plus courageux, les plus qu'on pouvait effectivement valoriser. Et surtout, même, et ça c'est la spécialité de Pascal, elle a fait le train exposition des colonies pendant la période de Vichy. Elle a aidé à faire circuler avec l'agence des colonies un train où tous les scolaires étaient conviés pour aller voir la grandeur de leur empire. Donc voilà comment on a construit un véritable bain colonial, partant, ou en tout cas c'en était le centre de l'école, et touchant la vie quotidienne de tous les gens. On va avoir effectivement des boîtes, toutes les boîtes dans lesquelles on mettait les aliments à l'époque. Je pense évidemment celles auxquelles vous pensez le plus rapidement, c'est les boîtes de la marque Banania. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de boîtes qui font référence à cette imagerie coloniale. On a des petits sachets de thé. Quand on sort de l'exposition coloniale que raconte très bien Éric Orsena dans son roman, on sort avec son petit sachet de thé, parce qu'à l'époque on ne connaît pas, ou son petit sachet de riz. Ah, le riz. J'ai persuadé qu'elle allait en parler. Le riz. Pourquoi ? Parce qu'on est en 1931, on est en pleine crise économique en France, la crise mondiale touche la France, et donc on essaye de vanter l'autarcie impériale. Et l'autarcie impériale, elle passe par consommer impérial, c'est consommer français. Et donc ce sont des produits, la banane, le cacao, le thé et le riz, qu'on met en avant. Est-ce que vous consommez, allez, on va dire presque quotidiennement le riz ? À l'époque, on ne connaissait pas. Et vous avez toute une campagne de propagande, je terminerai là-dessus, qui est mise en place par l'agence sur laquelle j'ai travaillé. C'était absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé les services d'une agence, l'agence Havas, publicitaire, très connue, déjà à l'époque, et qui mettait en place des petits visuels pour essayer de faire en sorte que les Français consomment du riz. Et puis, comme ce n'était pas suffisant de faire des campagnes radio que Pascal a rappelé en disant « Mangez-moi, j'incarne le riz, mangez-moi, je suis français », eh bien, on faisait consommer du riz dans les casernes.
à l'époque de la conscription obligatoire. Et là, on a toute une série de retours dans les archives qui sont absolument fantastiques, disant, en fait, les cuisiniers ne savaient pas faire cuire le riz, donc ils mangeaient une espèce de pâte immonde, parce que c'était trop cuit, ça collait, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment, finalement, on a construit cette image de l'Empire. Alors, je suis restée sur les produits, et je pense que ce qui est intéressant aussi, et ce pourquoi vous êtes ici, c'est la façon dont on construit aussi des stéréotypes sur les colonisés, toute chose que a abordé Alain. Et cette histoire, tout à l'heure, Eric disait, il a connu cette génération de la chute de l'Empire, de l'effondrement impérial, avec quelque chose que les gens ont du mal à mesurer aujourd'hui. Mais que sera la France demain ? La France, arrivée au lendemain de 1945, ne se pense pas sans son avenir impérial. L'Empire est là, il semble être éternel, il fait partie de la grandeur de la France. On l'a appris à l'école, Sandrine vient de nous le dire, on l'a appris au cinéma, on a été voir Pépé le Moko, L'homme du Niger, tout ça. Donc quand tu expliquais, et je trouve que c'est très intéressant, comment les gens ont vécu cet empire, des guerres, le Cameroun, l'Indochine, l'Algérie, une génération. La plus longue guerre de la France au XXe siècle, de 1945 jusqu'à 1962, si tu additionnes l'enchaînement de ces répressions. Comment toi, ton regard, tu le portes aujourd'hui sur ce soubresaut de l'histoire, ce qu'a provoqué la décolonisation dans la France d'après ? Je dirais des effets même peut-être très longs, mais déjà toi qui le disais tout à l'heure, on voyait quelque chose s'effondrer. D'abord, quelque chose que j'avais mal compris, mais que j'ai vu aux deux occasions, c'est-à-dire l'Indochine et l'Algérie. J'ai beaucoup enquêté et j'ai rencontré des militaires français qui tous avaient les larmes aux yeux quand, à 10 ans d'écart, ils ont reçu les ordres de leurs supérieurs d'abandonner ce qu'on appelait les supplétifs, c'est-à-dire les Vietnamiens ou les Algériens qui avaient été avec eux. Et tous, ils avaient cette scène, la même, 10 ans après, c'est-à-dire des gens avec qui ils avaient partagé les batailles, et ils étaient obligés de taper à coups de crosse sur les mains qui s'accrochaient sur les ridelles des camions, en sachant qu'ils les abandonnaient à l'égorgement qui allait suivre. Et donc, dans ce formidable documentaire sur la guerre d'Algérie qu'on a vu ces temps-ci sur la chaîne parlementaire, on voit ça. On voit ça, et ce qui s'est passé en Indochine, c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire les harkis. Imaginez quand même que tous ceux qui avaient combattu avec l'armée française, à tort ou à raison, mais quand même des compagnons d'armes, ils étaient rassemblés sur un bateau. Et Louis Joxe, qui était le ministre de De Gaulle à l'époque, a confirmé l'ordre qu'ils ne partent pas. Qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire, ils étaient embarqués, tout était prêt, et le capitaine n'est pas venu. Ils ont été débarqués de force, ils ont tous été égorgés. Donc il y avait ce côté-là, c'est-à-dire, vous voulez pas de nous ? Eh bien, on abandonne tout, on va rester entre nous, virgule, blanc. Au même moment où ils faisaient venir d'autres gens des mêmes territoires pour fabriquer les bagnoles dans nos usines. Donc c'est ça comment ça s'est passé. Donc c'est ça ce mécanisme-là. Tu vois, c'est-à-dire que c'est à la fois, je dirais, les 15 honteuses qui sont à la base des 30 glorieuses. Et tu dis ne perds pas le micro, tu dis quelque chose qui est essentiel, c'est que les 30 glorieuses ont totalement effacé cette époque dont on ne mesure pas le traumatisme aujourd'hui. Et ce traumatisme, pour certains, c'était la grandeur de la France. On vient de le voir dans la dernière campagne présidentielle. Certains te disent, nous avons perdu la grandeur de ce pays. Zemmour, qui fait en permanence référence à cette histoire. Ça veut dire que cette histoire a encore une résonance aujourd'hui. Comment tu le regardes quand tu entends ces mots, quand tu entends à la fois ce discours d'exclusion, mais aussi ce discours qui fait référence à une grandeur de la France qui, en fin de compte, était impériale. La France était grande avant 1960. Comment tu réagis à ça ? Moi, la grandeur, c'est marrant parce que j'essaye de tous les côtés de réfléchir à ça. On l'a fait en termes linguistiques avec Bernard Cerchilini, qui est un de nos grands linguistes. Et on a écrit ensemble un conte qui s'appelle « Les mots immigrés », en plein débat sur le grand remplacement.
Et quand on dit la vérité, non pas les billevesées nourris de haine, mais la vérité, que dans notre langue française, qui est l'amour de ma vie, il y a 50 fois plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. C'est la réalité. Alors, c'est où la grandeur? C'est dans l'accueil. On peut savoir comment on mesure l'accueil. C'est dans l'accueil, c'est dans l'échange, ou c'est juste dans la fermeture. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que, on abandonne les Noirs sauvages à leur sort, on va en faire venir d'autres qui vont être les colonisés de l'intérieur parce qu'ils auront souvent d'abord dans des baraquements incroyables et puis ensuite dans des bars, etc. Et puis on va construire ça et on va construire l'Europe qui va remplacer. Donc c'est ça qui me fascine de cette bascule, tu vois, ce moment donné. Comment on va faire? Comme si on se rendait bien compte que la France ne pouvait pas être seule. Et c'est ça qui m'intéresse en ce moment, parce que quand on parle de souveraineté, quelle est l'échelle de la souveraineté? Donc, on voit bien, on dit la souveraineté française, ou la souveraineté impériale, ou la souveraineté européenne. Parce que souveraineté, ça ne peut pas être seulement seul. C'est pour ça que cette question de propagande, on peut dire d'une certaine manière qu'il est peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu une agence aussi efficace pour bâtir l'Europe que cette agence qui a été utilisée pour bâtir cet empire colonial. Et qu'en communication, l'Europe, c'est vraiment l'exemple le plus nul de tout. Et notamment modèle colonial, en gros. Non, mais pourquoi? Parce que il y a une sorte de rêve, et vous allez me taper dessus, mais en disant ça serait bien qu'il y ait des pays qui s'unissent par les mêmes valeurs pour résister un peu dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et à certains moments, je me disais, pourquoi pas l'empire sans colonisation? Et il y avait un rêve qui n'était pas fondé sur l'histoire, mais qui était, tu vois, une sorte de rêve. C'était au moment de l'Autriche-Hongrie. Il se trouve que j'ai travaillé un film, La marche Radetzky-Joseph Roth. Et l'empereur Autriche-Hongrie, il s'adressait, il disait à mes peuples. Alors on peut détester le possessif, mais c'est assez joli comme ça. Donc c'est ça, est-ce qu'on peut être seul? Parce que ça revient à des tas de choses très intéressantes et très inquiétantes, qui est la notion de pureté. Ça veut dire quoi, la pureté? Je commence à savoir 2-3 petits trucs de la vie, étant donné d'une part que j'ai l'âge que j'ai, et d'autre part que je suis ambassadeur de Pasteur, donc la pureté, la vie, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que votre enquête me passionne absolument, parce qu'on tombe sur des questions très intéressante, et en disant quelle est au fond l'ambition de l'espace? Parce que ça, c'était une ambition de l'espace sur des bases quand même assez nocives et pleines de puanteurs, mais est-ce qu'on peut avoir une ambition de se réunir? Ça a été le rêve de l'Europe qui, j'espère, va continuer à demeurer étant donné les nécessités aujourd'hui. Donc vous voyez, mais par exemple, ne pas avoir été à lancer pour tout le monde Erasmus, c'est une folie. On fait la politique agricole commune, pourquoi pas? Mais pourquoi on ne fait pas Erasmus pour tout le monde? On peut aller à Erasmus si les parents peuvent avancer les frais, etc. Et moi, je vois mes enfants, il y en a qui ont fait Erasmus, ils aiment l'Europe, et ceux qui n'ont pas fait Erasmus, ils ne détestent pas l'Europe, mais l'Europe n'est pas leur terrain de jeu. Donc c'est ça aussi, cette propagande, qui peut être positive, parce que, au fond, qu'est-ce qu'un rêve? C'est une propagande pour soi-même ou pour d'autres bien fondée. Tu fais une très très belle postface au livre, on aura dû t'appeler, toi. Je suis très très bon dans les préfaces. La préface, c'est le refuge du paresseux. Parce que d'abord, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'a rien foutu, il lit. Voilà, et ça c'est vachement bien. Et puis, mine de rien, en disant du bien des auteurs, il dit du bien de soi-même. Éric Orsena. Alain, il y a quelques années,
Oui. Tu étais présent avec un certain président de la République à une commémoration Oui. qui clôturait le cycle des commémorations de la Grande Guerre, du centenaire de la Grande Guerre. Oui. Et tu t'es avancé vers une scène pour raconter une histoire commune. Et c'était une petite révolution que peu de gens ont compris. C'est que d'un seul coup, cette histoire, elle était autant la tienne que la mienne, la tienne, romancier, professeur, que celle d'un président de la République, que celle de l'Afrique, celle de l'Europe, celle de la France. Comment aujourd'hui, avec le regard qui est le tien, tu regardes ce moment où tu es devenu un moment celui qui a raconté aux Français et aux Africains leur histoire? C'était un moment intéressant, puisque, pour ne pas le nommer, donc c'est le président actuel, Emmanuel Macron, qui a été réélu, des fois que faut qu'on soit au courant, qui a été réélu. Et donc, on célébrait à cette époque-là quand même le courage, la bravoure, j'allais dire la geste de cette armée noire qui, elle aussi, est venue à la rescousse de la fameuse grandeur. On parlait de la grandeur. Et c'est même curieux de voir que, en général, les extrémistes et les intolérants aiment beaucoup les mots qui sont comme des cercles dans lesquels ils vont doper la fierté des petites populations, du peuple. Donc, ils font leur créneau dans ce sens. Donc, cette fois-ci, c'était quand même célébrer cette présence noire qui avait combattu pour la libération de la France, pour la défense de la France, pour repousser les Allemands qui faisaient leur mouvement de troupes à gauche et à droite, et dans ce sens, pour que ça ne soit plus une reconnaissance derrière une tombe globale dans laquelle on parlerait d'un soldat inconnu, alors même qu'il y a d'autres généraux ou quoi dans l'armée qui ont leur nom. Donc nous ne voulions pas cette sorte d'anonymat de la tombe, et moi j'avais accepté dans le sens du symbole global. D'autant plus que ça venait à la deuxième tentative d'Emmanuel Macron de me mettre dans son train, puisqu'avant, il avait voulu que je fasse le conseil en francophonie, que nous allions construire une maison de la francophonie. Bref, on m'avait tracé des châteaux en Espagne, dans l'Aisne, hein, voilà, c'était dans l'Aisne. Donc, on devait créer une maison, etc. Évidemment, moi, j'ai commencé par poser le postulat de la libération des peuples d'Afrique. J'ai dit, c'est bien, on peut le faire. Mais est-ce qu'on peut se dispenser de recevoir les dictateurs africains qui viennent manger, qui passent à l'Élysée et font des selfies? Maintenant, même les présidents, ils font des selfies. Donc, voilà. Et donc là, il avait dit oui, mais bon, après, j'ai compris que ça ne se ferait jamais. Que la France-Afrique est une institution qui ressemble presque à un secret, vraiment, qu'il ne faut jamais divulguer. Et donc, là, j'avais dit non. Et après, il y a ma petite sœur Leila Slimani qui est allée faire le service. Donc, elle est allée là-bas. Je ne sais pas où ils en sont. Jusqu'alors, j'attends. Donc, il revenait en deuxième. La seule... Je pense qu'il avait présenté les choses de manière très intéressante. J'avais la sensation que la France avait besoin de moi. C'est rare. Vous vous rendez compte quand le destin d'une nation, qu'on a regardé comme ça, la grande sœur, ils viennent, ils disent, mais le président dit, ben écoute, moi en tant que président de la République, si je prononce ce discours, on va le prendre sous la forme de paternalisme. Or, vous, avec l'indépendance qui est celle de l'écrivain, vous êtes au-dessus de tout cela, il faut que ça vienne de vous, et puis moi, je ne serai qu'un personnage secondaire. Un président, pour la première fois de ma vie, un président de la République se dit personnage secondaire. Alors que dans le récit de ma nation au Congo-Brazzaville... Ce qui montre que les romanciers n'ont pas le monopole du mensonge. Voilà. Bravo. Et donc, voilà, il m'a donné cette opportunité. Et effectivement, il fallait faire ce discours, parler aussi bien, pas que des Africains, parce que l'armée noire ne considérait pas que les Afriques. On est allé partout en océan Indien, on est allé du côté de l'Océanie, on a fait les Antilles, etc. Donc, c'était ce discours que j'avais fait, qui se retrouve, je crois, dans
la postface ou la postface de mon livre 8 leçons sur l'Afrique, ou bien ça doit être Le monde de mon langage, je ne sais pas où j'ai mis ça, mais c'est dans l'un des livres. Et je fais le discours, il y avait plus de 400 ambassadeurs, les présidents de la République. L'anecdote, peut-être, on n'est pas que aux rencontres de l'histoire, mais là, je veux faire les rencontres de la petite histoire aussi, parce que la grande histoire est faite de l'addition des histoires minuscules. Nous marchions tranquillement. Il y avait tout un monde, il y avait plus de 800. D'ailleurs, on est venu me prendre avec des sirènes pour éviter les embouteillages. Mais je vous dis que la France avait besoin de moi, oui. Donc j'arrive, voilà. On a écarté tout. J'étais en première classe avec tous les conseillers de Macron autour. Quand j'ai demandé le café, c'est les conseillers qui couraient pour me l'amener. C'est l'invité du président de la République. Voilà, j'arrive. On arrive, on dit non, il va être en retard, le président va arriver. On me met. Le préfet m'attendait au quai avec les galons dorés, tout. Alors moi, j'ai vu un balayeur noir là qui me regardait d'un œil. Il dit mais grand, ça va? J'ai dit oui, ça va. Allez. Il ne comprenait pas. Il s'est dit, mais voilà, il est qui? On me prend, j'arrive. Et j'étais en bas et en haut, il y avait le président malien, je crois, qui était là. Le président du Malien attendait Emmanuel Macron. Et il était avec beaucoup d'ambassadeurs, y compris l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Or, moi, je suis persona non grata au Congo-Brazzaville à cause de ce que je dis. Donc, l'ambassadeur congolais priait pour que je ne monte pas jusque là-bas, parce que la France irait devant tous. Et au bout d'un moment, il y a un ambassadeur qui était descendu du Cameroun ou quoi, m'a vu, il allait dire là-bas au président malien, mais vous savez, l'écrivain congolais, il est en bas là, celui que Macron a envoyé. Ah bon, mais faites montrer à Lema Bankou. L'ambassadeur, le mien, voulait à ce moment-là aller dans les toilettes, on se croise. Ah, petit frère, j'ai dit, mais vous allez où là? J'ai dit, non, je vais aux toilettes. Et je suis allé, et puis il m'a présenté. Quand l'autre est arrivé, il dit, bon, je vous présente votre ambassadeur du Congo-Brazzaville. J'ai dit, ah, c'est lui, oui, bonjour. Et puis on s'est salué. Et en partant, l'anecdote que je voulais raconter, Éric Orsena, les fameuses bifurcations romanesques, on passe toujours quelque part. C'est Proust nous a appris ça. Hein. On appelle la digression connection. Voilà. L'Académie a dit, donc nous appliquons. Et donc, on marche tous les trois. Moi, je voulais aller rejoindre la populace au milieu. Macron a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as décidé. Et moi, j'ai décidé que tu vas représenter la France. Donc, tu restes là. Donc, on marchait, l'invité d'honneur, le président du Mali, il y avait Emmanuel Macron, et j'étais entre les deux présidents. Et au bout d'un moment, on marche devant le cortège des ambassadeurs. Je tourne la tête, je croise l'ambassadeur du Congo qui baisse encore la tête. Et puis on continue. Et le président malien, au bout d'un moment, il commençait à me dire, bon, tu vois, petit frère, tout là. Après, il commet le lapsus, il se dit, monsieur le président. Donc il met tous là. Et Macron dit, il n'est pas encore président. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, et le bruit était parti, puisque c'était raconté. Au Congo, on croyait que Macron était en train de me préparer, donc me faisait déjà la musculation pour le prochain coup d'État au Congo-Brazzaville. L'opposition au Parlement, on a dit qu'il faut multiplier le nombre d'interdictions parce que la France a décidé que celui... Parce que le discours a duré tellement que, après, le président malien a dit, bon, ben... Le petit frère a parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ajouter, et ça a circulé partout. Et c'est là que j'ai vu que cette grandeur, si elle n'est que la grandeur perçue sous le prisme français et non une sorte de récompense générale, et aussi bien pour les héros qui se sont mobilisés pour ces territoires, ce n'est pas une grandeur. C'est pour ça qu'on laisse ça au personnage qu'on a cité le nom tout à l'heure, qui commence par Z. Donc, lui, il utilise ça parce qu'il sait qu'en France, donc, on dit la grandeur de la France, ça se confond avec la nostalgie. Or, la nostalgie est l'ingrédient le plus dangereux pour glisser vers les extrémismes. Si vous voulez endoctriner un peuple, réveillez la nostalgie.
dit toujours que l'époque d'autrefois était meilleure que celle-ci, et je suis venu pour que nous retournions à cette époque-là. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui même dans beaucoup de pays africains. Si vous allez en RDC, ils sont en train de regretter Mobutu. Si vous allez dans les Congo-Brazzaville, à l'époque où il y avait les Souba, ils regrettaient Sassou Nguesso qui était parti. Si vous allez au Gabon, ils regrettent Bongo, parce qu'il y a toujours des gens qui savent utiliser cette sorte de grandeur. Et cette grandeur de la France n'était pas utilisée que par les Français blancs eux-mêmes, puisque, comme vous l'avez dit, on achetait des romanciers. On avait vu comment René Maran, qui est le premier noir à avoir le prix Goncourt, écrivait dans des journaux comme Je suis partout, de l'extrême droite, et faisait la publicité des voitures fabriquées par les colons. Exactement. Donc, pourtant, c'est lui qui avait écrit Batouala, premier roman nègre. Et tu te souviens la première fois où on en parle tous les deux? Bien sûr, mais j'étais On est sur une plage à Malibu. Oui, Dans ce cas-là, il me dit non. Attends, je suis partout. Bah oui, Voilà. il écrivait dans un journal fasciste. Alors, Il me dit un noir, voilà. prix Goncourt, qui écrit dans un journal fasciste. Il me dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je dis c'est l'histoire de Voilà. France. Ce n'est même pas après le prix Goncourt, mais ce n'est même pas avant, mais c'est après. Il est déjà connu et il continue à le faire et il fait la propagande par la suite de la mission coloniale aussi. Exactement. Et donc, il voudra même que le maréchal Pétain préface son livre Mbala l'éléphant. Voilà. On est en 41. René Maran. Et en même temps, on discute avec Alain, il me dit mais je dis mais oh, il est intimement français en même temps. Et qui a perçu beaucoup d'argent de l'agence des Beaucoup colonies. d'argent de l'agence des colonies. qui était sponsorisé. Il faut que je fasse gaffe aux propositions qui se multiplient alors. Bah oui, t'arrêtes pas de proposer son nom pour les plaques de rue. Fais attention, Eric, tu vas. Non, mais il y a des scènes insensées. Tu racontes ça, une scène insensée. Je suis à Dakar. Et il se trouve que j'avais participé à un téléfilm sur la dette de la France vis-à-vis des tirailleurs sénégalais. Et De Gaulle avait considéré que comme il vivait dans un pays pauvre, il ne devait pas avoir une pension égale aux tirailleurs français. Donc j'avais gueulé, tout ça, etc. Très bien. Je vais à Dakar, je vois l'ambassadeur qui me dit « Bonne nouvelle pour toi, on va aller remettre la Légion d'honneur au dernier tirailleur sénégalais encore vivant. » On prend le voyage officiel, là, un petit convoi. On arrive, c'était juste en dessous de Saint-Louis, tu vois, petit village. Tout le monde est là, vive la France, etc. Et l'ambassadeur lui remet la Légion d'honneur. C'était donc 65 ans après la fin de la guerre. On lui remet la Légion d'honneur. Je vous jure que c'est vrai. On lui remet la Légion d'honneur, fête générale, tous les villages, et le lendemain, il meurt. Faut toujours faire attention aux honneurs de la République. Fais attention, tu as raison, Alain, d'être vigilant. Et moi, je me souviens du discours d'Alain, qui d'ailleurs, l'année suivante, a aussi été, enfin 2 ans plus tard, pardon, et Aïssata qui est là s'en souvient très bien, quand David Diop a été faire le discours, à la suite du tien, pour le débarquement en Provence des troupes venues d'Afrique. Et c'est David qui a été, suite à un texte que nous avions publié ensemble avec toi et quelques autres dans le monde, on avait dit au président qu'il fallait qu'il prenne un petit peu de temps dans ses vacances pour ne pas oublier de commémorer un certain 15 août, ceux qui étaient venus libérer la France. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans cette génération, et c'est là-dessus que je vais t'interroger, Sandrine. Cette histoire, maintenant, elle appartient à tous, mais elle est dure à transmettre. À la fois, nous savons que c'est la nôtre, mais on a beaucoup de mal à la transmettre aux jeunes, dans les écoles. Ce matin, on était avec Sandrine, avec 200 lycéens, en train de leur expliquer l'histoire de France coloniale. Et les gens ont la même histoire, mais ils n'ont pas la même mémoire. La mémoire familiale de certains issus des immigrations, d'autres qui peuvent avoir une mémoire issue de l'histoire pied-noir, d'autres qui peuvent avoir des récits très fractionnés dans les familles sur le regard posé sur l'autre, d'autres qui se désintéressent de cette histoire qui la regarde de loin, et d'autres qui se posent des tas de questions, c'est quoi être français par rapport à cette histoire. Donc je voudrais t'interroger, Sandrine, sur comment, toi qui es professeur, qui enseigne cette histoire, comment aujourd'hui on en parle à la jeune génération? Alors, évidemment, on est très encadré. Je ne sais pas aux enseignants qui sont là dans la salle éventuellement que je vais expliquer ça. On répond à des instructions officielles donc, qui viennent du ministère. Bon, alors là, c'est un comité un peu opaque, puisqu'on ne sait jamais qui est dans ce comité qui produit les instructions officielles. Donc je m'adresse éventuellement, il doit y avoir des inspecteurs généraux ou pédagogiques. Si un jour vous avez des infos là-dessus, dites-le moi.
Et donc qui détermine les grandes lignes de ce qu'on doit retrouver dans les programmes scolaires. Il faut savoir, et vous l'avez tous vécu, vous êtes tous passés par l'école, c'est que évidemment l'histoire enseignée, c'est une histoire de morceaux choisis. Et les morceaux choisis de l'histoire de tout pays, c'est pas spécifique à la France, ce sont évidemment les morceaux les plus glorieux. On ne va pas essayer d'aller raconter des tas d'histoires sur Waterloo, par exemple. On n'a pas de gare Waterloo à Paris. C'est un bon exemple. Et donc, nécessairement, dans ces morceaux choisis, on retrouve, et donc on n'a pas Dien Bien Phu non plus, et Maginot non plus. Donc, on retrouve des éléments qui permettent de construire l'identité nationale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est ce qu'on montre dans l'ouvrage, j'y reviens parce qu'il est quand même, on a travaillé quand même d'assez longs mois là-dessus, et donc là, vous pouvez vous en servir, à la fois les enseignants comme outil pédagogique, parce qu'il y a quand même près de 400 documents que vous pouvez utiliser avec des notices de décodage d'images, mais également tout le grand public, soit pour vous remémorer des images que vous avez déjà vues pour les plus anciens, soit pour les plus jeunes, découvrir effectivement comment on fait une construction nationale autour de la possession d'un empire. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on faisait l'histoire de France au moment de la colonisation, c'était l'histoire de la plus grande France. C'est-à-dire que l'histoire coloniale, elle était intrinsèquement imbriquée avec l'histoire nationale. Logique, c'était la même. À savoir que l'histoire de l'Algérie, d'abord, c'était 3 départements français, donc nécessairement, ça faisait partie de l'histoire de France, mais que l'ensemble de l'empire colonial, y compris du Congo, c'était aussi de l'histoire de France. Et donc, vous retrouviez dans les manuels de géographie français, donc, tous les contours de cet immense empire. Dans les manuels d'histoire, vous aviez l'histoire glorieuse de la France qui va coloniser pour apporter ses bienfaits. Et donc, on a toute des générations, plusieurs générations de Français qui ont été éduqués à cette histoire, qui connaissaient effectivement chacun des noms des colonies, qui l'avaient sur leur protège-cahier, qui avaient les bons points du maréchal avec les différents produits ou les différents grands personnages qui ont permis de conquérir l'Empire. Et au-delà, et en fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que, la propagande coloniale, c'est une histoire républicaine. Deuxième particularité, c'est que ça court de la Troisième République jusqu'à la Cinquième, sans jamais changer, si ce n'est de dénomination, et que parfois, entre la Troisième République, la Quatrième République, le régime de Vichy et la Cinquième, on a exactement ce qu'on retrouve, les mêmes personnages au sein de l'agence de propagande. Ils ne changent pas. Donc vous imaginez bien qu'ils produisent le même discours, même si, évidemment, il a des déclinaisons spécifiques. Alors pour revenir à ta question, Pascal, donc pendant la période coloniale, on apprend donc l'histoire de France avec ces prolongements que sont l'histoire des colonies. Et puis au moment des décolonisations, que faire ? C'est un gros problème, puisque jusqu'à présent, on avait enseigné à tous les jeunes Français que les colonisés étaient conscients des bienfaits qu'on leur apportait, en étaient très heureux. La preuve, ils étaient venus se battre pour la mère patrie, aussi bien lors de la Première Guerre mondiale que de la Deuxième, mais aussi en tant qu'engagés dans les guerres en Indochine ou en Algérie. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de volontaires venant des colonies qui ont combattu en Algérie et en Indochine. Et donc, comment on résout le problème ? Parce qu'ils ont demandé quand même, et ils ont acquis leur indépendance, soit de manière forcée, soit évidemment à bout de tractations diplomatiques et de calculs stratégiques. Je pense notamment à la Tunisie et le Maroc pour essayer de conserver l'Algérie. On essaye d'éviter 2 fronts, donc on leur cède finalement l'indépendance. Eh bien, on n'en parle pas. Dans ce comité au pacte des instructions officielles, on se dit le mieux c'est d'oublier cette partie, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas apparaître dans les programmes scolaires. Jusqu'à leur réapparition dans les années 80, où là, effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une scission complète entre histoire nationale et histoire coloniale. Ça devient non pas une histoire imbriquée, mais 2 histoires parallèles, où les ponts sont finalement particulièrement rare. Et aujourd'hui, comment on l'enseigne ? On l'enseigne difficilement parce que
De temps en temps, on a quelques ponts. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que les nouveaux programmes l'affichent, hein, des ponts. Compliqué à faire quand on est enseignant, parce qu'on a très peu de temps. Mais on explique, on a quelques heures hein, simplement pour faire l'histoire des décolonisations, de la guerre froide et de la naissance du tiers-monde. Donc vous le savez très bien, c'est assez épique hein, comme sport. Donc je pense qu'on pourrait battre tous les records de la perche ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'à aucun moment, finalement, on a le temps d'expliquer que, par exemple, notre 5e République, celle dans laquelle on vit tous aujourd'hui, eh bien, elle est née de cet empire colonial. Qu'elle est née du putsch en Algérie, qu'elle est née du fait qu'on ait rappelé De Gaulle au pouvoir, qu'on n'explique jamais aussi, lors de la Deuxième Guerre mondiale, que la France a eu pour capitale Brazzaville, puis Alger. Et donc, on essaye tellement de dissocier, de séparer ces deux histoires pour faire comme si, finalement, la République se lavait de cet outrage et du fait qu'elle a trahi ses valeurs aux colonies. Je rappelle qu'au moment où on vantait toute cette République des droits de l'homme, on avait effectivement d'un côté des citoyens actifs, enfin jusqu'en 1944, il n'y avait que des hommes, et puis de l'autre des sujets de l'Empire. Et donc voilà comment on essaye aujourd'hui de se débattre dans quelques heures avec cette histoire de l'Empire. Et donc pas étonnant aujourd'hui que l'on vienne nous dire, Pascal, tu en es le témoin souvent, dans nos conférences, oui mais nous on ne nous a jamais enseigné ça, oui mais nous on ne comprend pas ça, parce qu'effectivement sur cette absence d'enseignement, on voit naître plein de raccourcis et plein de revendications, comme le disait Alain, qui sont parfois infondées si on partageait vraiment l'histoire. Éric, tu racontais l'histoire des pensions. En réalité, c'est beaucoup de chefs d'État africains qui ont demandé le gel des pensions pour précisément qu'il n'y ait pas de hiatus au niveau des niveaux de vie entre les Africains qui touchaient ces pensions et les autres. On n'évoque pas assez le fait que lors de la Première Guerre mondiale, les tirailleurs n'étaient pas cette chair à canon qu'on a dénoncée ou qu'on entend encore parfois. Oui, ils sont morts beaucoup au champ d'honneur, au même titre que les autres 8 millions de paysans français qui ont combattu, mais ils sont beaucoup morts de maladie aussi, parce que mal équipés, morts de froid. Vous avez vu le Covid, hein, on amène des indigènes, excusez-moi, je reprends le terme colonial, dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas et ils attrapent la rougeole, la grippe, des choses bêtes, et d'où le fait qu'on les met en hivernage dans le sud. Donc il y a des tas de choses comme ça où, comme le disait Alain, finalement c'est pas simple, c'est pas dichotomique, c'est pas manichéen, c'est pas, excusez-moi le terme, noir, blanc. C'est complexe. Il y a des gens qui ont profité du système des deux côtés. Et on ne peut pas, en histoire, faire du bon ou du mauvais. Donc voilà, c'est complexe à enseigner. Il nous faut du temps. C'est pas si évident que ça d'en avoir. Parfois, on peut le prendre. À vous tous, enseignants, vous savez que vous n'avez pas un inspecteur derrière vous à chaque cours. Donc, profitez-en. Je pense que c'est essentiel. Je peux vous assurer que pour l'avoir fait très souvent, vous avez des élèves qui, vous les connaissez quand ça commence à sonner, même un peu avant, ils sont déjà le cahier dans le cartable, le manteau mis à moitié quand ils l'ont quitté. Et donc, quand vous commencez à raconter cette histoire, eh bien là, je peux vous assurer que même quand ça a sonné, vous dites, non mais attendez là, on parle de nous. On parle de nos parents, on parle de nos grands-parents. Et ça, je pense que c'est fondamental. On partage cette histoire, qu'on l'ait choisie ou non. On la partage, et je pense qu'un des meilleurs moyens d'essayer d'apaiser les choses, c'est précisément de partager l'aspect factuel. Et vraiment, l'histoire n'est pas simple. Elle ne plaît pas à tout le monde, l'histoire, mais c'est l'histoire. Je te passe la parole. Vous voyez que les enseignants sont sur le terrain et sont pareils quand elle fait cours, et ce matin, elle était la même. Juste, avant de te laisser la parole, Eric, je me rappellerai une phrase d'un ministre de l'Éducation nationale qui est toujours célèbre, puisqu'il est toujours actif dans la vie politique française.
notamment dans la majorité actuelle. Vous allez vite le trouver. Un ministre de l'Éducation nationale, toujours actif dans la majorité actuelle. Pouf, qui m'avait dit un jour cette phrase incroyable, qui m'avait sidéré, mais qui est tout à fait le reflet de toute la complexité de ce qu'est en train de dire Sandrine. On va quand même pas raconter à ses enfants ce qu'on a fait à leurs grands-parents. Je vois tes yeux qui viennent comprendre de quel ministre je parlais, Eric. À toi la parole. Non, parce que j'ai plusieurs noms. Toujours très actif dans la majorité actuelle. Bah, tu vas trouver là. Oui, enfin, bon. Non, ce qui me frappe, parce que je ne suis pas enseignant, je n'ai pas cet honneur, mais je me sens prof complètement. Donc j'y vais partout. Et il y a le comité opaque, que je connais bien. Et puis, il y a toujours la liberté par rapport au comité opaque. Et que les souvenirs que j'ai, ou les souvenirs d'avant-hier dans des classes, c'est qu'il y a toujours la singularité. C'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout raconter. Et que c'est toujours une incarnation. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme le roman dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas raconter tout. Et il suffit de raconter un détail en l'incarnant pour que ça reste à vie complètement. Et moi, je me souviens d'une seule chose que j'ai faite dans une classe où j'allais souvent dans le nord de Montreuil, où j'ai juste raconté ce scandale absolu du camp de Thiaroye, que j'avais jamais entendu. C'est juste après la guerre, il y a une révolte des tirailleurs sénégalais au sens strict qui disent « on nous avait promis des choses, on ne nous les a pas données ». Ils sortent du camp pacifiquement et ils se font tirer dessus par leurs camarades français. Et donc, vous racontez juste ça, c'est tout. Et puis après, vous laissez compléter. C'est-à-dire que si on a, nous, notre manière de faire, c'est de temps en temps raconter un détail. Donc, de temps en temps, à un moment donné... Merci, monsieur, merci. Merci. Je me sentais un peu seul. Donc on sera 2 ce soir. Venez dîner. Mon rêve, c'est que les rendez-vous de Blois soient un centre de rencontre, donc merci. Et donc, je veux dire juste, si jamais, je ne sais pas, c'est ce que j'utilise, mais de temps en temps dans le programme, vous racontez juste une histoire. Et si vous dites, tiens, c'est l'histoire de la semaine, c'est l'histoire du mois, et même si vous pensez que ça n'a pas complètement un lien direct, ni avec le comité opaque, ni avec la préparation du programme, eh bien, je vous assure que de pierre en pierre de ce gué-là, vous aurez avancé parce que vous aurez semé des souvenirs à jamais ancrés au plus profond des âmes des plus jeunes. Et quand... Je te passe la parole. Et c'est très bien que tu cites camp Thiaroye, puisque c'est vraiment peut-être le début aussi d'un basculement. On est encore dans la guerre, on est en 1944. Cet acte est incompréhensible quand on en parle avec des jeunes aujourd'hui. On a tiré sur des soldats qui s'étaient battus pour la France et dont certains avaient fait 4 ans de camp de prisonniers qui réclamaient leur pension. Et on a manipulé en plus ça en faisant croire que c'était quelque part une émeute, une révolte. Ils ne faisaient que réclamer leur argent. Et je trouve que cette histoire, tu as raison, elle est emblématique parce qu'elle nous oblige à nous questionner sur un temps, une époque, et elle est inacceptable. Ces hommes étaient venus mourir pour la France. Si on prend, par exemple, juste, pourquoi on a perdu, je dis on comme ça, Dien Bien Phu? Pour une raison précise, c'est qu'on ne les croyait pas capables de gagner. Et comment ils ont été capables? Parce qu'il y avait justement une sorte de révolte populaire, et je résume un tout petit peu, mais c'est pas loin de ça. La France a perdu Dien Bien Phu à cause des vélos de Manu France. Exactement. C'est-à-dire que les pièces d'artillerie ont été transportées de 20 kilos en 20 kilos grâce aux vélos et ont été assemblées en haut des collines et on a pu tirer sur le camp français. Donc, c'est tout. On raconte 10 histoires comme ça. Il y a 10 histoires ponctuelles et un peu comme les points d'acupuncture. Et à ce moment-là, vous êtes dans ces énergies-là, sans être obligé de tout raconter parce que vos étudiants ou les autres ou les lecteurs compléteront. Ou pas. Alain, ta génération d'étudiants que tu as aux États-Unis, les gens qui viennent lire tes livres,
Et notamment, pourquoi je te parle des États-Unis? Parce que tu vas bien comprendre le phénomène que tu as vécu en live. Déboulonne des statues. Faut-il déboulonner les statues du passé? Bonne question, monsieur Mabonkou. Bon, Ok. mais je pense On est aussi- entre nous. Hein. Oui, bien sûr. Ma position est connue. Hein, donc, sais. C'est ça que je te le demande. Ah oui, si. On parle à monsieur le professeur au Collège de France, quand même. Exactement. Ben, déjà, avant de parler des statuts, parlons d'abord des choses qui bougent. Hein. Donc, pour les programmes, c'est pour cela que j'éprouve un bonheur d'enseignement aux États-Unis, parce qu'il y a quand même une certaine liberté dans la thématique qu'on va engager auprès des étudiants. Bien sûr, il y a les figures traditionnelles. Vous n'allez pas directement venir apprendre quelqu'un la littérature africaine s'il n'a pas appris l'histoire de la littérature française, parce que la littérature africaine écrite est une réponse à la littérature coloniale, à la littérature des expositions. Et donc, partant de là, vous avez comme un gros ensemble, et à l'intérieur de cet ensemble, le professeur a une liberté totale de créer une certaine narration, de mettre des livres au programme. Moi, en général, parfois, même si je suis en train d'enseigner la même chose, la même thématique, eh ben, les livres qui vont constituer le corpus de cette étude ne sont pas les mêmes. Prenons l'exemple, il y a un cours que j'enseigne beaucoup, c'est la perception du génocide dans la littérature africaine. Il y a des fois où, les génocides du Rwandais, il y a des fois je vais mettre les livres de Catherine Cocchio, mais aussi je mets une saison de Machette de Asfeld, mais je prends aussi des livres de témoignages des Rwandais, et je change de temps en temps la matière à l'intérieur. Et je pense aussi que ce qui manque aujourd'hui aux jeunes qui sont en train d'étudier, c'est ce corpus-là qu'on trouve où, si vous ne mettez pas Waterloo quelque part, on ne va pas comprendre. Vous avez trop enjolivé la maison. L'histoire n'est pas seulement une figure tranquille de patinage artistique bien fait où on admire la tenue de Surya Bonali et puis on se dit quelle beauté noire dans la neige. Non, il y a quelque chose où vous allez vous dire mais cette beauté noire dans la neige, qu'est-ce qu'il y a derrière cette sorte de grâce? Est-ce que sa vie n'a toujours été que cette joyeuseté, ce sport? Et quand vous grattez quelque part, vous allez voir son histoire et la vôtre. Donc c'est pour cela que depuis que j'enseigne là-bas, je suis toujours allé dans ce sens, et c'est pratiquement ces cours-là que j'avais exportés ici au Collège de France. Pour les Français, c'était une nouveauté. C'est pour ça que c'était toujours 1500 personnes chaque fois. Ils ne désemplissaient pas le service, l'intendance, tout ça, parce qu'ils écoutaient des choses qu'ils auraient dû entendre depuis le lycée, mais que ce n'était pas sorti en tant que tel. Revenons à nos statuts, puisque... On déboulonne, voilà, pas. Mais j'ai toujours dit que je ne déboulonnerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études du droit. Il y a toujours ce qu'on appelle un débat contradictoire. Et donc, je ne peux pas m'ériger en prenant la posture de celui qui sait tout et qui décide en 2022 que c'est ça que vous devez retenir jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a 100 ans, ces statues-là, ils étaient des monuments même où les Africains venaient se prendre des photos. On les avait même dans nos capitales, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut peut-être mettre à côté du discours qui est là, l'autre version de l'histoire. Il faut apprendre l'autre version. On apprend les victoires, mais il faut aussi expliquer les défaites. Et si aujourd'hui, je prends l'exemple, si vous enlevez la statue de Danton qui est aux côtés d'Odéon là-bas, vous enlevez tous, un jour on va deviner qui était Danton. Si vous avez enlevé l'esclavagiste qui a ravagé votre village, mais ça l'arrange, ça arrange ses descendants.
Il y aura plus, leur nom ne sera plus sali. Hein, je leur dis, ben c'était les esclavagistes. Non, 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 vous laissez là. L'histoire, c'est là, il a fait ceci. Parce qu'en Afrique, par exemple, Jules Ferry, ça donne des boutons à beaucoup des Africains. Mais moi, je veux le Jules Ferry là. J'ai dit, voilà l'école de Jules Ferry, c'était ça. Voilà l'école, c'était ça, 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 ça. Mais il était inscrit dans la conception, peut-être de son époque. À leur époque, certains pensaient faire de manière, de bonne foi, une mission. Il y en a qui étaient victimes de cette propagande. C'est-à-dire que la propagande, ils exécutaient des actes en pensant qu'ils étaient en train de faire du bien aux sauvages, comme ils disaient à l'époque. Et donc, ils exécutaient en tant que tels les choses. Donc, les statuts, je ne pense jamais à déboulonner, de la même manière que j'ai refusé l'idée selon laquelle il fallait un peu réviser Tintin au Congo parce que c'était ceci ou peut-être cela, ou ajouter un post-scriptum. Non, ce n'est pas possible. Les gens ne sont pas des moutons. On sait séparer le bon grain des livrets. Moi, je préfère mettre devant les jeunes les deux versions de l'histoire et il lit, il se fait son idée. Il saura toujours. La vérité finit par triompher. On n'a jamais caché la lumière dans une poche, disait mon père. Donc il y a toujours un moment où... Et ton père a toujours raison pour ça. Il a toujours raison. Il a toujours, parce qu'il a travaillé avec les Blancs à l'hôtel Victoria Palace, disait-il. Hein. Ouais. Il dit, je les connais. Donc quand il arrivait à la maison, il était fâché. Les Blancs, je les connais plus que vous. Donc j'ai dit, bon, voilà, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et dès qu'on je contredisais, il me dit, oui, mais l'autre Blanc, il dit, c'est pas un Blanc. Voilà. Et Sandrine, toi qui es face à ces monuments et face à ce débat qu'il y a de cette jeune génération qui est en train de vouloir revisiter vite l'histoire. Ils veulent très vite comprendre, ils ne comprennent pas que ces monuments existent, ils les déboulonnent, ils veulent qu'on ait un regard objectif sur cette histoire. Comment tu réagis par rapport à ce mouvement que tu vois aujourd'hui ? Et après, ce sera ton tour, Eric, tu devras terminer là-dessus, je te préviens, prépare-toi. Alors, je vais faire comme Alain, je vais commencer par ne pas répondre à ta question avant de répondre. Simplement, pour revenir sur le côté enseignement, généralement, ce qu'on nous rétorque, ou oppose plutôt, c'est que soit on veut faire de l'histoire du communautarisme, ça c'est argument facile, ou au contraire, et c'est très facile aussi, qu'on veut casser et gratiner, plus que ça même encore, saper l'histoire de France. C'est pas du tout ça. Simplement, regardez, jusqu'en 2003, on n'avait pas dans les programmes l'enseignement de la collaboration sous Vichy. Depuis 2003, on l'enseigne, et on l'enseigne tous assez facilement dans les classes. Est-ce que pour autant, ça a créé un mouvement incroyable en France qui a fait que, oh là là, quelle horreur, bah oui, il y a des Français qui sont battus contre des Français, et la période de Vichy, c'était pas si simple. Bien, en fait, ce qu'on réclame, c'est ça. C'est juste simplement que pour l'histoire coloniale, c'est la même chose. Pour ce qui concerne le déboulonnage, c'est vrai que, alors dans nos classes, pas tant que ça, en tout cas pas dans les miennes, je ne sais pas si c'est le cas dans les vôtres, c'est plus aux Antilles, etc. Il y a certains endroits... Tu es parti faire une conférence, notamment en Martinique, et tu as fait une conférence avec des jeunes filles qui avaient notamment déboulonné quelques statues là-bas. Oui, alors non seulement qui l'ont déboulonné, mais qui étaient encore dans le lycée Victor Schoelcher ou qui venaient juste de le quitter et qui donc prônaient le fait que, il ne devait pas s'appeler Victor Schoelcher, le lycée, que c'était absolument inadmissible, 2, qui avaient déboulonné la statue de Victor Schoelcher, et quand... par mégarde, inadvertance, ou je ne sais pas, ou trop d'honnêteté, ou naïveté, je ne sais pas, j'ai évoqué l'histoire de la statue de Joséphine qui était restée décapitée, parce que le mouvement de déboulonnage des statues et d'iconoclasme, il est pas récent finalement, il a plus de 20 ans, qui était resté à la demande de Aimé Césaire avec son pot de peinture. Donc on avait la statue de Joséphine avec donc la peinture rouge, et que je trouvais que ça c'était assez emblématique finalement de l'usage historique d'une statue. Bon, elle a été déboulonnée peu de temps après, ou cassée. J'aurais dû me taire. Donc c'est assez compliqué en fait d'essayer d'aborder ce phénomène. Moi, je suis un peu comme Alain, je dirais que je ne détiens pas la vérité. J'aurais tendance, en tant qu'historienne, à vouloir conserver les statuts et adjoindre d'autres statuts, parce qu'effectivement, ça peut permettre d'expliquer, etc. Et en même temps, je comprends, il y a un historien
je crois qu'il est ici d'ailleurs encore cette année, Emmanuel Furex, qui a travaillé beaucoup sur les mouvements iconoclastes pendant la Révolution française et post-Révolution française. Bah oui, vous avez plus beaucoup de monuments de rois, donc de la monarchie. Il y a beaucoup de monuments liés au régime de Vichy qui ont disparu. Donc voilà, ça fait aussi partie, je pense qu'il faut en prendre conscience, et en mûrissant cette question, on peut aussi imaginer peut-être, non pas les casser, parce que je pense que l'historienne là est blessée, c'était le titre de Emmanuel Furex de son ouvrage L'œil blessé, donc là c'était l'idée qu'on puisse être blessé par un monument, mais qu'on puisse les enlever peut-être de l'espace public pour les mettre dans des musées et y donner une explication. Voilà, il y a plein de stratégies, je pense, il faut qu'on les invente. J'ai pas la solution précise, c'est mon avis, c'est que on peut comprendre aussi que ça puisse blesser, et donc il faut inventer des choses. Et dans ce pays, quand on veut inventer des choses, on s'adresse à un académicien. Et on lui dit, monsieur l'académicien, qu'est-ce qu'on fait de ces monuments ? La première fois. Mais c'est de tout temps, cher monsieur. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ces monuments, Éric ? Comment on les traite ? Comment on en parle ? Comment... Si tu avais si on te nommait ministre des Monuments d'Emmanuel Macron, quelle serait ta première décision, cher Éric ? D'abord, je lui dirais, vous êtes un monument. Car je prépare l'encyclopédie mondiale de la flatterie et j'en suis au tome 14. Premier point. Deuxièmement, il se trouve que nous avons exactement ce problème. Car la statue de Voltaire, qui est près de chez nous, a été tellement plusieurs fois maculée de toutes sortes que la municipalité de Paris l'a prise, soi-disant, pour la nettoyer, et on ne sait pas si on va la remettre. Donc on discutait de cette affaire-là. Et notre idée, c'est de laisser Voltaire, parce que c'est exactement l'incarnation du complexe. D'un côté, il est du monde ancien, parce qu'il était homme d'affaires et il profitait de la traite. Et de l'autre côté, il était le chevalier de la liberté avec l'affaire Calas. Donc, c'est cette complexité-là. J'ai très peur de ceux qui choisissent dans le passé, qui choisissent une thèse dans le passé eux-mêmes, et que le passé, comme la vie, est définitivement multiple. Mais j'ai peur aussi de ceux qui oublient. On a un peu parlé, mais pas suffisamment, de mon point de vue, de la rafle du Veldiv de juillet 42. Et on a à peine rappelé que la police française a été au-delà des réquisitions des Allemands, notamment en suggérant d'inclure les enfants. Et que, sous couvert de pacification, on les a très très peu poursuivis, voire pas du tout. Voilà. Donc cette affaire, oui. Et ça, c'est à nous, historiens, écrivains, de raconter ces histoires-là. C'est à nous de raconter. Moi, je vais raconter cette histoire. Je vais dire juste un mot. J'ai une petite maison. Un jour, la sonnette retentit. C'était une petite dame avec un groupe qui visitait le quartier. Elle dit « C'est vous qui habitez là ?»« Ah oui, c'est moi. Je ne suis pas revenu là depuis juillet 42. » J'ai dit aux autres « Pardonnez-moi » et voilà. Et cette dame était là. Et cette dame m'a raconté qu'en juillet 42, elle était allée avec sa maman parce qu'il n'y avait pas de nouvelles de son mari. Et elle m'a dit, mais justement, dit le bon policier français, justement où vous voulez. Et puis, il y avait une tante qui était là, elle a pu se choper, comme ça, elle est venue jusqu'à moi. Donc, c'est notre rôle à nous de raconter cette histoire. Je vais raconter cette histoire, ce sera un lisez ce sublime chef-d'œuvre de Patrick Modiano qui s'appelle Dora Bruder. Donc, il faut raconter sans arrêt, raconter, mais pas déboulonner. Il faut raconter, ce point de vue, et raconter ses horreurs et dénoncer ses horreurs, mais à cette manière-là, et pas gommer. Parce que qui va dire dans 100 ans ce qu'on dira de ceux qui ont déboulonné ? Qu'est-ce qu'on dira après ? Donc voilà, et puis encore, pardon de défendre la corporation, mais les profs, vous êtes aussi du savoir, mais aussi vous racontez, encore une fois. Évidemment, vous laisserez des histoires qui vont aider à construire tous vos élèves. Moi, je suis construit d'histoire. Et donc, c'est grâce à vous, c'est pour ça que, voilà, on vient tellement ici, à Blois,
parce qu'on est raconté. Et puis, tu donnes des titres inouïs. Donc, je vais, puisque je crois que l'heure est venue, je vais lui demander la permission, mais écrite, hein, parce qu'autrement, je vais avoir un procès. Parce que comme j'ai des grands-enfants, donc des frais, donc je voudrais enfin avoir un livre qui se vende beaucoup. Et donc, comme tu m'as donné un titre formidable, donc je te supplie de me donner par écrit l'autorisation d'écrire un livre qui va avoir un succès immense, un peu trouble, mais quand même immense, et pour ça immense, qui s'appellera Cette beauté noire sur la neige. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Éric Orsena, Sandrine Lemaire, Alain Mabancou. Vous les retrouvez. Vous les retrouvez tous les trois en signature dans l'heure qui suit, chacun avec les différents livres sur le stand. Merci à vous, très beau public, merci de votre patience. On n'a pas eu le temps pour les questions. Merci.